Suite des interviews sur le plateau TV de Grand Est Numérique, une production en collaboration avec l'agence Grand Angle. Je suis avec le papa d'un certain nombre de robots, non pas Nono le petit robot, l'ami d'Ulysse, pour ceux qui ont mon âge à peu près, qui regardaient Ulysse 31 pour les fins d'après-midi, mais avec le papa de Nao, Roméo et Pepper. Bonjour Bruno Maisonnier. Bonjour Jérôme. Nous allons faire court sur votre parcours puisque ça n'est pas le plus important. Vous êtes entrepreneur, innovateur, passionné par la technologie et l'humain. Et vous avez donc créé ces robots Nao, Roméo et Pepper dont vous êtes le géniteur avec vos équipes. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans une autre entreprise qui s'appelle Another Brain. Un mot peut-être pour nous parler déjà de ces robots, ce qu'ils vous ont apporté et puis du changement vers lequel vous vous orientez. Alors parmi les passions que j'ai, il y en a une autre que vous n'avez pas citée, c'est la France. Oui. Je crois qu'il y a une grande singularité en France important. Et qui est importante et que je veux contribuer à développer. Les robots Nao Pepper sont des robots qui ont été en France, qui ont commencé et puis qui sont devenus leaders mondiaux. Donc, dans cette entreprise française Aldébaran, alors que nos concurrents à l'époque s'appelaient Sony, puis Microsoft, puis Google, c'est nous qui sommes devenus leader mondial. Donc voilà, une entreprise française face à des GAFA ou à des géants, on est capable de devenir leader mondial. L'entreprise a été revendue à un groupe japonais. Et maintenant, j'ai créé une nouvelle entreprise qui s'appelle Another Brain, dont l'objectif est de faire une intelligence artificielle, mais différente. Alors, on va revenir là-dessus, si vous le voulez bien, mais j'aimerais quand même que l'on s'arrête un instant sur cet aspect cocorico, puisque depuis le début de la matinée, on parle de beaucoup de choses dans le numérique. Et c'est vrai qu'à chaque fois, nous sommes obligés de voyager aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. Il y a quand même une fierté, pas quand même, il y a une fierté de sortir en France des robots et de pouvoir les exporter et dire ça c'est nous sommes leaders. Bien sûr qu'il y a une fierté, mais entre guillemets, on s'en fout de la fierté. Oui, mais il faut y arriver. Ce qui compte, c'est on a des compétences en France, ouais. on est capable. On a un ADN oui. d'ingénierie de rupture. En France, on sait faire des trucs pas comme tout le monde, compliqués. Voilà. En général, on ne sait pas bien les vendre. Et on apprend à les industrialiser, à les fabriquer correctement, et donc on a encore à s'améliorer. Et l'exemple type qu'on connaît tous, c'est le Concorde. C'est un truc qui est quand même incroyable, le Concorde. C'est l'ingénierie de rupture de pointe, de très haut niveau. Voilà, les Français, ils savent faire ça. Ça s'est appliqué à des Concordes, mais c'est aussi en France qu'on a inventé la planche à roulettes, la planche à voile, dans plein d'autres choses. Mais bien sûr, ceux qui font du business avec ça après, c'est pas nous, c'est les autres, parce que c'était pas notre truc. Donc il faut qu'on arrive petit à petit à inventer les technologies disruptives dont on a besoin et qui sont vraiment originales parce que françaises. Mais après, il faut qu'on apprenne à les vendre et à en tirer les bénéfices chez nous. Si je reprends vos propos, vous dites la fierté, on s'en fout, je vous rejoins. Mais ce que je voulais évoquer avec vous, c'est le fait de se dire nous sommes capables de le faire aussi et que peut-être ça donne pas une sorte de rêve, mais de dire à tous ces jeunes et moins jeunes qui sont en école, d'ingénieurs ou qui sont déjà dans des entreprises, des startups, on est capable en France de sortir un truc que les autres ne sont pas capables de faire. Et moi, je pense que ce qui a une vraie valeur dans l'ADN français, c'est de faire des choses de rupture, pas comme tout le monde. Et quand on parle d'intelligence artificielle pour arriver sur ce terrain-là, le monde de l'intelligence artificielle aujourd'hui est dominé par le deep learning, etc. Des choses qui sont hyper puissantes, qui font bien, mais c'est de la force brute. D'une façon ou d'une autre, on donne des millions d'exemples de situations, de photos, de trucs à un ordinateur. Et lui, après, quand on lui présente une nouvelle situation, il va dire c'est proche de celle-là, et donc c'est comme ça qu'il va retrouver. Oui. Mais c'est de la force brute qui donne l'impression d'intelligence, mais il y a zéro intelligence. Oui. Ça, les Chinois, les Américains, non seulement ils le font, mais ils le font bien mieux que nous. Ils ont préempté ça. Donc ça n'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller là-dessus. Oui, d'aller challenger. Nous, il faut qu'on fasse un raccourci, qu'on trouve une façon très originale, très disruptive. Et nous, c'est ce qu'on fait. Alors justement, il y en a d'autres, mais nous aussi, c'est ce qu'on fait. À cet aspect brutal, massif, vous apportez la French touch, un peu de romantisme, un peu de différence. Alors justement, j'aimerais vous entendre un peu de l'intelligence. J'aimerais vous entendre là-dessus, parce qu'on en a discuté avant de prendre le micro. Aujourd'hui, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il y a tromperie sur la marchandise. Il n'y a pas tromperie sur la marchandise, c'est qu'il y a un terme, une catégorie qui s'est appelée IA. IA, intelligence artificielle, mais ça s'est appelé, dans laquelle malheureusement le grand public, moi, tout le monde, on voit intelligence, donc on se dit il y a de l'intelligence. Bon, mais la tromperie, elle est là-dessus. Le nom, il est marketing, c'est pour dire on fait des choses qui sont
sophistiqué quand même, mais il y a zéro intelligence là-dedans. Hein. Oui, c'est ce que vous le disiez, c'est qu'on apprend au robot, à l'ordinateur, on lui apprend, la fameuse deep learning, on lui apprend 20 millions de situations. Exactement. Et après, quand il est face à une, il dit que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça se rapproche de celle-ci ou c'est celle-ci, donc je fais ça. Mais le problème, c'est que le monde est tellement grand et tellement complexe qu'on n'arrive jamais à cataloguer toutes les situations. Oui. Imaginez une bagnole sur les voitures autonomes, elle passera son temps dans sa vie à rencontrer des situations qui n'ont pas été prévues. Donc ce n'est pas la bonne approche. Il faut vraiment faire une intelligence réelle, et nous, c'est ce qu'on fait à Another Brain. Alors justement, ce petit bout de cortex, où en est-on, que vous voulez créer de manière artificielle ? Oui, absolument. Et donc nous, on a plusieurs étapes pour y arriver. On avance bien, on a plusieurs étapes. Et en particulier, on a une première étape qui est un premier pas, qui est une application au contrôle qualité industriel. C'est-à-dire, vous avez une ligne de production, vous faites des produits et vous voulez vous assurer à la fin qu'ils ont été bien faits, qu'ils sont conformes, qu'il n'y ait pas de bulles, de rayures, de graisse, etc. Et c'est souvent compliqué parce que le produit, il est fini, il arrive au bout. Et donc, c'est très souvent des contrôles qui sont faits humainement aujourd'hui. Mais humainement, ça veut dire, un, que c'est cher, deux, que c'est très lassant et donc c'est pas très performant. Et puis, c'est pas très épanouissant pour ceux qui le font. Voilà, donc, nous, on a des solutions qui permettent d'améliorer ça, qui permettent de faire un contrôle qualité avec deux grands piliers, deux grandes facilités. La première chose, c'est qu'on a besoin de peu de situations. On lui donne une vingtaine de cas normaux, une pièce parfaite, on lui en donne une vingtaine de pièces normales, ok, il est capable d'apprendre notre système à partir de ça, pas plus. Et puis deux, c'est quelque chose qui est vachement facile à utiliser. On n'a pas besoin d'avoir des experts d'intelligence artificielle sur les lignes de production. C'est-à-dire n'importe quel ouvrier est capable de le faire et de s'en servir. Voilà. Donc avec ces deux piliers, on apprend facilement une pièce correcte, on apprend, le système il détecte si une nouvelle pièce qui arrive n'est pas correcte, il vous dit où est-ce qu'elle n'est pas correcte, ce qui permet à l'ouvrier de dire mais moi je sais bien que s'il y a des rayures à cet endroit-là, c'est que ça vient de tel point sur ma ligne de production et donc en corrigeant ça, je vais même améliorer la qualité. Donc il y a une espèce de co-apprentissage entre ce que l'intelligence artificielle est capable de faire et puis l'expertise des ouvriers et des opérateurs. Donc tout le monde s'intéresse à l'IA dans le milieu industriel de plus en plus. Par contre, les solutions de deep learning, qui est l'IA traditionnelle, ne répondent pas vraiment. Et nous, on arrive avec une autre solution qui est très différenciante. Et donc voilà, alors on travaille avec un partenaire qui est génial. On est vraiment en partenariat qui est ThyssenKrupp. Et on travaille bien avec eux, on a des lignes de production, une ligne de production équipée. Donc ça veut dire que nos produits, nos tests, c'est pas un truc d'ingénieurs dans leur tour d'ivoire, quoi. C'est confronté à la vraie vie d'une ligne de production avec les vraies problématiques. Et voilà. Et cette intelligence artificielle à votre façon, donc pour l'instant c'est vers l'industrie que vous l'appliquez. Oui. D'autres domaines, je suppose, s'ouvrent à vous. Exactement, c'est la première étape. Mais l'industrie c'est large, hein, parce qu'on travaille avec le domaine automobile, mais on travaille aussi avec les cosmétiques, avec les verriers, avec les... Donc c'est très très large. Mais après on va continuer, et en particulier, moi je viens de la robotique, des robots Nao et Pepper que vous avez rappelés, et je voudrais bien rapidement leur donner une véritable intelligence. Parce que à ces robots. Oui, à ces robots, parce que des robots on en a réellement besoin. Et si on n'en voit pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'il n'y a pas de marché, c'est parce qu'ils ne sont pas au niveau, les robots. Donnons-leur l'intelligence qui va bien, ils seront au niveau, et vous verrez qu'il y aura des robots humanoïdes partout. Alors, question un peu naïve, mais ça je sais bien faire. S'il y a des robots partout, vous avez parlé de l'industrie, et c'est souvent ce qu'on oppose à des gens comme vous qui développent des robots de plus en plus intelligents, c'est de se dire, mais quid demain de l'emploi et de l'homme dans ce secteur d'activité ? Alors c'est un réflexe qui est parfaitement normal, mais qui ne résiste pas à l'épreuve des faits. Aujourd'hui, quels sont les pays les plus robotisés et les plus automatisés au monde ? La Corée du Sud, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis. C'est ceux qui ont le plus fort taux de robots. Donc le constat, c'est plus les pays ont des robots et ont robotisé et automatisé leur chaîne de production, plus c'est eux qui créent de l'emploi. Et en fait, moi, j'ai une explication très simple que j'ai vécue. Dans une vie antérieure, j'ai travaillé dans la banque. J'étais dans la région Rhône-Alpes. Et en Haute-Loire, il y avait une filière textile qui était importante. On faisait des jeans en Haute-Loire. Et évidemment, c'était beaucoup fait manuellement. Et avec le coût de la main-d'œuvre, tout ça, c'est parti en Inde et toute la filière a fermé. Et un jour, on a été capable de faire des robots qui découpent les jeans et qui sont capables de les coudre. Donc, on a robotisé la fabrication des jeans. Et des nouvelles usines se sont ouvertes en Haute-Loire pour refaire des jeans. Il y a une filière textile qui est revenue pour faire des jeans parce que maintenant, avec ces systèmes de robotisation, ça coûte moins cher de faire des jeans en Haute-Loire que de les faire en Inde.
Alors bien sûr, avant les usines avaient 150 salariés, maintenant elles en ont peut-être 20, donc oui, c'est pas la même chose. N'empêche que maintenant on ouvre de plus en plus d'usines, alors qu'au milieu on est passé par une période où il n'y en avait plus. Donc la robotisation, ça permet d'être compétitif, de développer des business, et ça permet de continuer à créer de l'emploi. Oui, ça en remplace une partie, c'est clair. Un mot sur ces robots humanoïdes dont vous parlez, puisque vous les connaissez bien, Nao, Roméo et Pépère. Vous dites on en aura de plus en plus besoin. À quelle fin ? Le but premier, la fonction première d'un robot humanoïde, c'est la communication avec les personnes. Parce que nous, enfin vous êtes un homme de communication, on est fait pour communiquer, mais on est d'abord fait pour communiquer par le body language. On sait bien que les mots sont porteurs de 20 ou 30% du sens de notre échange. Mais votre gestuelle, votre inclinaison, etc., me dit j'ai compris, il a compris, il n'a pas compris, il est intéressé, il n'est pas... Voilà. Il y a beaucoup plus de choses qui passent par le body language. Et donc les robots humanoïdes, leur fonction première, c'est le body language. Dernière question, avant de vous laisser, Bruno Maisonnier. C'est une question encore une fois de naïf. Si on arrive, si vous parvenez, ce que je vous souhaite, à reproduire un bout de cortex dans un robot pour avoir de la véritable intelligence artificielle, n'y a-t-il pas de risque, je fais un peu de science-fiction, de se dire, si ça tombe entre de mauvaises mains, est-ce qu'on ne va pas tous devenir, comme dans des films célèbres qu'on a tous à l'esprit, est-ce qu'on ne va pas devenir d'esclaves d'un monde robotisé ? Alors c'est une très bonne question, et le langage de vérité, c'est de dire oui et non. Et je vais généraliser pour bien comprendre. Dans 100% des inventions de l'humanité, il y a des nouveaux risques qui sont apparus et des nouvelles possibilités qui sont apparues. Il y a des gens, il y a 2 millions d'années, qui ont inventé, entre guillemets, le feu. Combien il y a eu de personnes qui sont mortes du feu, mais combien il y a de personnes qui ont été sauvées, etc. Et donc, ce que sait très bien faire l'humanité face à une nouvelle technologie, c'est explorer tous les possibles. Ça veut dire explorer aussi le côté négatif. Et donc, avec n'importe quelle invention, il y a des problèmes qui se passent, mais petit à petit, on apprend à mettre les boucles de contrôle, on apprend à cerner, à mettre les réglementations, et on en tire du positif. Il y a infiniment plus de bien avec l'électricité que de mal, mais il y a eu du mal avec l'électricité. Ça a été vrai avec la vapeur, ça a été vrai avec le nucléaire, et ça sera vrai avec la robotique, avec les ordinateurs et les PC, ça arrive, et ça sera vrai avec l'IA. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passeront qui ne seront pas bonnes, et qu'il faudra apprendre à contourner, qu'il faudra apprendre à maîtriser, à limiter. Ça arrivera. Il y a énormément de choses positives qui arriveront, et donc, après une phase où on va régler tout ça, on en tirera beaucoup plus de positifs. Mais oui, ça va arriver. Et dernier mot sur les challengers mondiaux, puisque vous nous parliez tout à l'heure de la France et de ses capacités à avoir de la rupture donc, pour les robots. Qui sont vos challengers aujourd'hui pour essayer de faire ce bout de cortex avec cette intelligence artificielle ? Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on est vraiment sur une rupture par rapport à ce que tout le monde fait. Et aussi bien dans les grandes boîtes que dans les labos de recherche, il y a une tendance à être mainstream. Quand vous êtes dans un labo de recherche et que vous demandez un financement pour faire du deep learning comme tout le monde, pour améliorer un truc, vous en trouvez. Quand vous dites non, mais moi je veux faire un truc qui n'a rien à voir, je veux partir dans une autre direction, vous ne trouvez pas de financement. Et c'est vrai partout. Et donc, tout le monde partout fait du deep learning. 99% du monde fait du deep learning comme intelligence artificielle. Mais il y a une demi-douzaine, une douzaine de laboratoires, d'équipes, d'entreprises, beaucoup en Silicon Valley, quelques-unes en France, en Europe, qui sont sur des chemins complètement différents. Et c'est ceux-là qui sont prospectifs. Je vous rappelle, dans les années 80, quand l'Afrique était très en retard en matière de télécom, qu'ils ont décidé de rattraper ça, ils n'ont pas équipé à marche forcée en infrastructure fixe. Ils ont directement sauté une génération vers du mobile et des satellites. Et en Afrique, maintenant, vous avez les mêmes réseaux que chez nous. Parce qu'ils ont sauté des générations. Et si on veut battre Google, Facebook, Alibaba, Tencent en IA, si c'est en leur courant après, on est perdu. Ils sont plus riches, plus intelligents, plus puissants, ils sont capables d'embaucher des ingénieurs en IA à $1 million par an facilement. Voilà. Donc c'est perdu d'avance. La seule façon, c'est de trouver une approche qui n'a rien à voir, complètement originale, et de sauter une génération. Et pour moi, la France, elle a cet ADN, elle sait faire ça. Et on sent que vous êtes à l'aise dans cette technologie de rupture, agilité, donc dans cette nouvelle entreprise qui est la vôtre, qui s'appelle Another Brain. Je rappelle qu'à 15h10, vous serez juste derrière nous pour votre conférence l'IA au service de l'efficacité industrielle. Je vous remercie beaucoup, mais merci. On a un stand sur lequel on démontre notre application à l'industrie dès aujourd'hui. Il est ici, en bas ? Oui, il est juste à côté. Et ben voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi.